Et pour cette édition, on retrouve Adèle Rosner, Maëlys Clausel, Alexandre de Galzin et notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Comment allez-vous ? Mais écoutez, ça va pas trop mal ce matin. Alors, on va parler du dernier numéro d'Omerta qui sort cette semaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un numéro qui, vous savez, parfois, on fait des titres, on fait des magazines, on les pense en disant, bon, voilà, est-ce que ça va s'inscrire dans l'actualité ? Et là, quand même, on est assez dans l'actualité, puisqu'on a titré ce numéro avec sa flopée d'analyses et de reportages. Trump, Poutine à l'assaut de l'Europe. Ce qui s'est passé ce week-end avec Emmanuel Macron, on va dire la bande des quatre qui se déplace à Kiev, eh bien on a une illustration justement de ce changement et de cette Europe qui tergiverse. D'abord, on peut constater que en allant justement à Kiev, Macron, Starmer, Merz et Donald Tusk, le Polonais, ne représentent pas l'Europe. En fait, ils représentent effectivement les quatre puissances peut-être les plus militairement, les poids lourds militaires. Mais si vous voulez, vous n'avez ni l'Italie, ni la Hongrie. Vous avez le Slovaque qui, lui, a assisté la veille, ou la semaine dernière, à la parade à Moscou à côté de Vladimir Poutine, voilà, Robert Fico. Et en fait, on se rend compte de ça. Donc, ce qu'on a voulu analyser, nous, dans ce numéro d'Omerta, une analyse de fond, c'est que va devenir l'Europe. Quand on dit Poutine, Trump à l'assaut de l'Europe, c'est comment, pourquoi et quelle est aujourd'hui la pertinence européenne, de la voix européenne dans le monde. Et on sent vraiment que les choses sont en train de bouger, qu'il y a il y a eu un cataclysme géopolitique et ce cataclysme géopolitique est en train de se traduire. Alors pourquoi je dis ce week-end on a assisté à l'illustration de ça? Eh bien tout simplement parce qu'on avait l'impression que les Européens s'étaient raccrochés au wagon américain. Donald Trump semblant donner du crédit à la proposition de 30 jours de cessez-le-feu, proposition qui avait été faite au sommet de Londres par les Européens. Et donc là, on s'est dit, les Européens et les Américains sont à nouveau alignés. Trump parlait de sanctions pour Poutine. Et puis là, Poutine, lui, propose des négociations directes. Zelensky dit, oui, je vais me rendre à Istanbul, viens, à Vladimir Poutine, viens et discutons. Et Donald Trump dit, encourage les Ukrainiens, oui, allez-y. C'est-à-dire des discussions sur lesquelles l'Europe n'aura rien à dire quelque part. Et donc tout ce cirque et tout ce qu'on a vu ce week-end, ces photos dans les trains, etc., avec ces leaders qui viennent au chevet de l'Ukraine, eh bien tout ça compte relativement peu. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'Europe aujourd'hui est cantonnée au strapontin, à des positions annexes. Et c'est ça qu'on a voulu analyser vraiment de fond dans ce magazine d'Omerta. Alors je précise, un petit coup de pub au passage, qu'il y a aussi des très beaux reportages. Il y a donc une interview de George Simeon, on a déjà parlé des élections en Ukraine, on revient en Roumanie, on revient dessus dans le numéro. Également, ce qui a défrayé l'actualité, ça a été la visite d'Ahmed Al-Shara à l'Elysée la semaine dernière, ce qui a scandalisé beaucoup de gens. Nous, on est allés en Syrie, on a rencontré les gens d'HTC, on essaye de comprendre comment sur place la chute de Bachar el-Assad, eh bien peut-être qu'une dictature est en train d'être remplacée par une autre dictature. Ça aussi, c'est dans le magazine d'Omerta. Et puis aussi une petite originalité, je vais dire, on parle beaucoup de terrorisme dans notre monde. Eh bien, on avait un peu oublié que le père du terrorisme moderne, c'est-à-dire Carlos, se trouve à la maison d'arrêt de Poissy. Et nous, on est allé rencontrer Carlos pour lui demander ce qu'il pense du Hamas, pour lui demander ce qu'il pense de Daesh et tout ce qui s'est développé. C'est une interview assez intéressante parce que Carlos est vraiment dans la fin de sa vie. Il a un Alzheimer, donc il y a quand même il a des pertes de mémoire. C'est vraiment le vieux combattant, mais le type qui n'a jamais bougé d'un iota. Et c'est très intéressant de lire cette rencontre avec Carlos à la maison d'arrêt de Poissy. Voilà. En quelques mots d'ailleurs, ses réponses quand vous l'avez interrogé sur Daesh. Il dit que simplement lui défend une ligne, on va dire, du socialisme international au nom
l'occasion duquel il a tué pas mal de personnes. Ça, il n'en fait pas mystère. Hein. Il dit que environ 1500 personnes ont été tuées du fait de ses décisions et du fait de ses actions. Et il dit dedans 10% étaient innocents, mais c'est la guerre. Donc il est toujours dans cette espèce de combat socialisme international, etc., de lutte contre le capitalisme. Il est donc très très marxiste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit si l'Occident avait misé sur justement ces éléments, on va dire comme le FPLP à l'époque, les laïcs, on va dire chez les Palestiniens, eh bien il n'y aurait pas eu le Hamas et il n'y aurait pas eu Daesh. C'est-à-dire que cette fuite en avant liée à la religion est liée au fait qu'on n'a jamais considéré que la voie marxiste était la bonne. Voilà son analyse. Mais ensuite, il y a plein de choses qu'il nous raconte. Je ne vais pas tout vous dire, mais c'est quand même un passage intéressant et un petit pas de côté aussi par rapport à l'actualité. Donc voilà, tout ça, c'est dans le prochain numéro d'Omerta que vous pouvez trouver effectivement dans 5000 kiosques en France. Voilà. On vous invite à vous le procurer, chers auditeurs. On en revient à la situation donc, en Ukraine, Régis Le Sommier, et sur la situation finalement de l'Europe. Parce que lors de ce conflit, on s'est beaucoup interrogé sur ce qu'il allait advenir de l'Ukraine. Plus largement, est-ce qu'on pourrait se demander ce qu'il va advenir de l'Europe ? On n'a pas du tout réussi à se faire de place dans ce conflit. On va se retrouver, alors si ce n'est pas déjà le cas, vous allez nous le dire, mais complètement soumis une fois de plus aux décisions des États-Unis en la matière. Disons que le problème, c'est que tant que la locomotive américaine était là pour nous guider et nous montrer la voie, tant sur le conflit en Ukraine, sur lequel les États-Unis ont une responsabilité écrasante, je veux dire, même depuis 2014, même pour le Maïdan, puisqu'à l'époque, c'est quand même un coup d'État qui a été fomenté en partie par les Américains, Victoria Nuland, John McCain à l'époque. Donc c'est quelque chose qui a été entreprise par, on va dire, les globalistes américains, ceux qui avaient, ou les néoconservateurs. Donc depuis le début, les Américains sont partie prenante dans ce conflit. Tant qu'ils me montraient la voie et que les Européens étaient alignés derrière, il était facile pour les Européens d'adopter des postures morales. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on est en train de se prendre le réalisme en pleine face aujourd'hui. C'est-à-dire que la volonté des États-Unis, ça a toujours été d'encourager évidemment leurs intérêts à eux, et qu'aujourd'hui leurs intérêts à eux ne sont pas de poursuivre la guerre en Ukraine. Et face à ça, nous, on est resté dans des postures morales. On a encore Emmanuel Macron qui nous parle de cette guerre démarrée, selon lui, en 2022, comme une guerre d'agression injustifiée et une guerre impérialiste entre la Russie qui envahit son voisin ukrainien, sans prendre en compte la poussée de l'OTAN vers l'Est, sans prendre en compte tout ce qui s'est passé avec le non-respect des accords de Minsk, tout ce qui s'est passé à la suite du Maïdan et la situation dans le Donbass. Donc on a toujours et on adopte toujours ce réflexe, parce que le problème auquel on fait face aujourd'hui, nous, Européens, c'est que ces habitudes d'inféodation, on va dire, aux États-Unis, de vassalisation vis-à-vis des Américains, elles remontent à plusieurs décennies. Le courant atlantiste en France est très puissant, il a irrigué notre politique, même s'il y a eu un autre courant, on va dire globalement incarné autour de Gaulle, mais depuis la mort du général, malheureusement, la plupart des présidents français se sont raccrochés au wagon américain, le grand frère, etc., et toute cette mythologie qui existait derrière. Là, aujourd'hui, on a, je vous dis, l'effet du réel qui nous souffle dessus, avec l'idée aussi, et c'est ce que Trump nous a dit clairement, c'est organisez-vous, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de bâtir votre propre défense. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, le spectacle donné ce week-end, peut-être par une première, 4 chefs d'État qui se déplacent à Kiev pour bien marquer leur solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Mais ce que ça montre en filigrane, c'est qu'en effet, il y a une partie de l'Europe qui n'adhère pas à ce discours et que les 27 n'arrivent pas à trouver une position commune, ne serait-ce que sur la question ukrainienne qui, semble-t-il, est en train de se régler entre Américains, Ukrainiens et Russes. Voilà. Et Régis Sommier, vous avez toujours eu effectivement une analyse des raisons de notre déclin au niveau géopolitique, du déclin même ensemble de l'Europe.
Concrètement, comment est-ce que là vous critiquez effectivement le fait que l'Europe soit divisée sur la question ukrainienne? Je ne critique pas, c'est une réalité. Non, mais ce qui est tout à fait vrai, évidemment. Enfin, il y a plusieurs lignes. Comment on fait pour avoir justement une voix unie d'une certaine façon en Europe qui soit pas celle de von der Leyen et en même temps qui puisse s'opposer à des grands ensembles comme les États-Unis qui nous ont toujours vassalisés, comme vous l'avez expliqué, contre la Russie ou la Chine? Comment est-ce qu'on fait pour exister finalement aujourd'hui, ou demain en fait? Comment est-ce que l'Europe, quelles sont les solutions, les voies pour l'Europe? Écoutez, il y a d'autres voies qui ont été explorées ou qui sont en passe d'être explorées. Moi, je pense à la position italienne qui est quand même quelque chose d'assez sur le papier paradoxal, puisque l'Italie reste dans l'Union européenne. Giorgia Meloni a en fait, de façon très intéressante, a su marquer sa différence au sein de l'Union européenne, ce qui montre que c'est pas impossible. Les Anglais, avec le Brexit, quelque part, ils font pas partie de l'Europe, mais on a l'impression qu'ils en sont revenus, avaient aussi montré une différence par rapport à la superstructure européenne. Mais Meloni, elle est vassale des États-Unis aujourd'hui. Oui, elle suit largement les décisions de Donald Trump. Elle suit les États-Unis version Donald Trump. Oui. Elle ne suit pas les États-Unis version Joe Biden. Ça reste une puissance étrangère. J'entends bien, mais si vous voulez, c'est comme Georges Simeone en Roumanie aussi, c'est pareil, c'est cette même position qui est de recherche d'équilibre, à la fois, comment on considère les États-Unis de Trump comme ayant le leadership, on se met dans la roue du processus de paix initié par Trump, parce qu'il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est qu'on tape pas mal, en ce moment c'est un peu la mode sur Donald Trump, qui a des atermoiements, qui a des hésitations, mais qui fait aussi on va dire, sa diplomatie une sorte de devinette, c'est-à-dire que personne n'a complètement les codes pour comprendre ce vers quoi Donald Trump veut aller. Donc c'est extrêmement difficile de déchiffrer parfois, et parfois il y a des volte-face, et parfois il y a des... Mais il y a aussi quand même une constante par rapport à la guerre en Ukraine, c'est que cette hypothèse de la paix entre la Russie et l'Ukraine, cette hypothèse d'une négociation amenant la paix, le premier à en avoir vraiment parlé, à avoir pris le taureau par les cornes, c'est Donald Trump. Moi je rappelle la citation d'Emmanuel Macron lors de ses vœux en 2022, c'est « Nous soutiendrons l'Ukraine sans faille jusqu'à la victoire ». Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de gagner la paix, et la finalité, c'est la paix. Avant Donald Trump, personne ne parlait de la paix. Souvenez-vous, quand vous disiez « oui, ça serait bien que ça s'arrête et qu'il y ait une paix », vous étiez traité de pro-russe. Donc aujourd'hui, tout le monde a pris le train de la paix, tout le monde se dit « il faut arriver à d'abord un cessez-le-feu, ensuite une négociation et ensuite un gel du front et des activités militaires, on ne peut plus continuer comme ça ». Ça, c'est Trump qui a amené ça. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question sur l'Europe, il y a tout à fait moyen de trouver des positions qui ne soient pas celles... le problème de Madame von der Leyen, c'est qu'elle doit son ascension, on l'a un petit peu oublié, justement, en partie à cette guerre en Ukraine, en partie à la crise du Covid d'abord, qui ont été deux événements marquants. Ça a marqué quoi, la montée en puissance d'une Europe, on dira, un peu même complètement déconnecté des réalités des peuples. Et aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister au niveau électoral, c'est à une révolte de ces mêmes peuples, que ce soit en Roumanie. Les scores de l'AfD actuellement en Allemagne sont absolument hallucinants. On en parle très peu. On va même parler de l'Angleterre avec Nigel Farage bien sûr. Nigel Farage a remporté une élection il n'y a pas longtemps. L'AfD est arrivé deuxième en mars. Donc on se dit, oui, c'est Friedrich Merz qui est maintenant, voilà, là, il est bien installé. Il n'est pas du tout bien installé. Il n'a pas été élu au premier tour au Bundestag. Et l'AfD, dans les sondages, actuellement, est passé devant la CDU-CSU qui fait 25%, l'AfD est à 26%, et les sondages projettent que dans les mois prochains, l'AfD devrait passer les 30%, voire à ce que un quart, enfin on va dire 15% de l'électorat CSU-CDU passe à l'AfD. C'est colossal. Je vais pas revenir sur la Roumanie puisqu'on en a beaucoup parlé ici, mais moi je considère que c'est une révolte des peuples contre le diktat européen, contre ce sentiment qu'on est face à une Europe, on va dire, une superstructure qui est imposée aux gens, qui est imposée, qui veut façonner la vie
des Européens, qui veut diriger de façon antidémocratique, parce qu'on est quand même dans des situations où, quand vous avez l'AfD qui est menacée par le BFD, qui est le service de renseignement intérieur allemand, qui explique dans un dossier de 1000 pages que le premier parti d'Allemagne est un danger pour la démocratie, et donc à partir du moment, ça c'est en suspens, hein, je précise que il y a une cour, le tribunal de Cologne, qui va décider de ça, mais au départ on partait sur une interdiction de l'AfD, de la même manière qu'on a eu une interdiction, une suppression de l'élection entre le premier et le deuxième tour en novembre dernier en Roumanie, et l'annulation et l'interdiction de la candidature de Călin Georgescu. Donc face à ça, on sent qu'aujourd'hui, et la solution justement pour parler d'une voie commune, c'est que je veux dire, Trump a décidé, lui, de mépriser Bruxelles et de passer directement par les chefs d'État. Il est plus que temps que nous, Français, Allemands, d'une certaine façon, refasse marcher justement ce couple franco-allemand en lui alliant les Anglais, si on veut. C'est quelque part Macron a cette idée, mais le problème c'est que Macron appartient à cet ancien monde de la superstructure européenne. Donc quelque part il parlera toujours de souveraineté française, et dans la même phrase il y aura souveraineté européenne. Donc on n'est pas sur une position philosophique. La bonne position philosophique et le respect de la décision des peuples. Et je pense qu'aujourd'hui, on va assister à des changements, et il y a l'Europe de Bruxelles, en effet, et face à elle, tout un tas de peuples qui se lèvent, qui se choisissent des dirigeants qui ne seront pas alignés. Viktor Orban a montré la voie, Robert Fico, qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, également la Roumanie, on va voir, mais ça paraît bien parti pour Georges Simion, l'Italie de Meloni, qui respecte son partenariat, sa présence dans l'Union européenne, mais aussi tisse des alliances avec les Américains. Tout ça va être intéressant, et tout ça est complètement en gestation, puisque je vous dis, c'est l'effet du réel sur l'Europe. C'est fini les rêves où on vous dit ça y est, l'Union européenne, vous savez, c'est pour éviter la guerre entre la France et l'Allemagne. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans la situation actuelle, comment vous allez baser votre diplomatie, comment vous allez vous positionner par rapport à un monde qui bouge, et qui bouge un peu sans vous. Et alors justement, on a besoin pour ça, pour obtenir ce poids diplomatique, probablement de faire union. Alors sous quelle forme ? Est-ce que l'Union européenne peut être pertinente, même avec différents types de fonctionnement que ceux qu'on connaît actuellement et qui sont largement critiqués ? Vous l'avez rappelé, Régis Le Sommier. On voit qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si on va oui ou non élargir l'Union européenne. Comment est-ce qu'on va concilier les intérêts allemands, les intérêts moldaves, les intérêts français, les intérêts géorgiens ? Ah oui, ça va être. Mais de toute façon, il y a toujours un casse-tête à la base de l'Union européenne. Je veux dire, c'est pas nouveau. C'est simplement l'Union européenne a pris une orientation ces dernières années, en particulier à travers les deux crises dont je vous parlais, qui ont été le Covid et la guerre en Ukraine, une posture où des gens qui ne sont pas mandatés par quiconque, des Van der Leyen, des Kaja Kallas, des Thierry Breton et autres, qui appartiennent justement à cette superstructure que j'évoquais, eh bien, décident pour l'ensemble des peuples européens sans que ceux-ci soient consultés d'une manière ou d'une autre. Mais s'ils sont consultés, est-ce qu'on risque pas d'avoir une Union européenne complètement éclatée ? Je me fais l'avocat du diable, mais une Union européenne justement qui part dans tous les sens, parce que précisément ça va être difficile de s'accorder sur un seul et même thème quand on voit les intérêts qui sont si divergents. Ça a toujours été difficile depuis la naissance de l'Union européenne. Simplement, si l'Allemagne et la France arrivaient justement à développer une politique commune, comme c'était l'objectif au départ. L'Union européenne, au départ, est née justement de rapprochement de deux pays qui s'étaient fait 3 guerres en moins d'un siècle. Et donc, oui, en effet, au cœur de cette réflexion européenne, il y avait une idée pacifiste, mais il y avait une idée aussi que ce grand continent ne soit pas uniquement un marché, ne soit pas simplement une congrégation de peuples disparates et enrôlés dans une sauce technocratique, et de faire en sorte que peut-être, c'est pour ça que je dis faire revivre le couple franco-allemand, mais le faire revivre de façon, je dirais,
éviter les impasses vers lesquelles dans lesquelles on s'est engouffré ces dernières années, c'est-à-dire d'abord ce suivisme des Américains, parce qu'on n'a pas vraiment compris ce que les Américains voulaient nous dire depuis très longtemps. On a été à la remorque, on a été la force d'appoint, on a été au départ le marché pour les Américains, puisque quand vous regardez aux racines de l'Union européenne, vous avez deux personnages que sont Jean Monnet et Robert Schuman, dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont des créatures des États-Unis, qui sont des créatures de Roosevelt. Et l'Union européenne, au départ, c'est pas une union décidée par les Européens, c'est une union permise par les Américains, qui leur permet justement déjà, à l'époque, l'idée c'était de gommer les souverainetés nationales, c'était de faire en sorte, parce que ces souverainetés s'étaient montrées dangereuses ou potentiellement, en particulier dans le cas allemand, vectrices justement d'un réveil et d'une menace, et les Américains considéraient que en plaquant cette structure sur les peuples européens, eh bien, ça permettait de les soumettre et ça permettait de créer un marché, un débouché pour leurs produits, parce que c'est toujours la même chose. Si vous regardez les victoires de Trump, les victoires ou les avancées que Trump a permis sur les divers dossiers, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Ukraine, que ce soit Gaza, à chaque fois, la donne fondamentale, c'est l'intérêt et les gains que les Américains peuvent en faire. Aujourd'hui, les Américains poussent à la négociation entre Ukrainiens et Russes après avoir obtenu de la part de l'Ukraine une soumission totale avec l'accord sur les terres rares. C'est-à-dire que là, Trump a eu son accord, l'accord est signé, les États-Unis peuvent ad vitam se servir en minerais, en richesses de l'Ukraine. Tranquille, il est tranquille, c'est ce qu'il voulait. Maintenant, il va aller voir l'Arabie Saoudite qui a promis d'investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Donc là, évidemment, Trump va dire OK. Donc à chaque fois, c'est une diplomatie qui, il ne faut jamais l'oublier, coïncide totalement avec une démarche économique, une démarche financière. Ça, c'est les intérêts américains avant tout, démontrés. On ne cherche plus à trouver de vernis. À certaines époques, on envahissait l'Irak en expliquant qu'il fallait apporter la démocratie, la liberté aux Irakiens. Tout ça, c'était de la foutaise. Mais il y avait le package, on va dire, tout ça était emballé dans un beau paquet cadeau. Aujourd'hui, les Américains, à l'ère Trump, ne s'embarrassent pas de ça. C'est leurs intérêts. Et tant pis si ça contredit la démocratie, si ça contredit les principes fondamentaux, c'est pas grave à partir du moment où on peut faire du business. Juste un petit point, c'est peut-être une illusion de ma part, mais on a quand même une impression que depuis effectivement le choc de l'avenue de Zelensky à Washington et de cette soumission complète dont vous aviez parlé, des excuses de Zelensky qui étaient venues, on a l'impression que depuis ce temps, Zelensky est un peu revenu dans le jeu quand même, qu'il est un peu moins soumis, qu'il est un peu plus indépendant, qu'il est... est-ce que c'est justement une illusion seulement, ou est-ce qu'effectivement il reprend un petit peu du poil de la bête diplomatiquement ? Non, mais déjà à l'époque, au cœur du problème qu'il y avait à Washington, c'était pas entre Zelensky et Trump, qui sont deux personnages qui se détestent. Le problème, ce n'était pas tant le fait de faire une négociation ou de capituler devant Poutine. Le problème était que Zelensky avait, on va dire, hésité, n'était pas très conciliant sur l'idée de signer cet accord sur les terres rares. Cet accord, finalement, il s'y est soumis et il a signé l'accord. Donc, partant de là, du point de vue de Trump, il n'y a plus de problème, on va dire. Il n'y a plus de problème. Maintenant, Zelensky peut être un interlocuteur, mais l'illusion à laquelle ont cru, je parle des 4 dirigeants ce week-end, de reprendre... Par le fait que Trump ait repris leur proposition de cessez-le-feu de 30 jours, les Européens se sont imaginés qu'à nouveau, les États-Unis et l'Europe étaient alignés sur le dossier ukrainien. Or, il n'en est rien. Dès que Poutine a proposé de faire une négociation directe sans précondition, ça veut dire sans cessez-le-feu, finalement. Ça veut dire que ce que cherche à faire Poutine, c'est à faire durer quelque part le conflit, puisque actuellement, il est en progrès, ses troupes sont en progrès sur le terrain. Il y a quand même des choses auxquelles... Tout en donnant des gages de négociation un petit peu à Trump pour le rassurer. Mais il n'a plus l'épine Kursk non plus, qui était une condition
Poutine avait dit au moment où les Ukrainiens, on l'a oublié, ont envahi une portion de l'oblast de Koursk, à peu près 1200 km² en août l'année dernière, eh bien, à partir du moment où les Ukrainiens étaient présents sur le territoire russe, il n'y aurait pas de négociation. Donc en fait, cette épine dans le pied, on va dire, des négociations, n'existe plus. Donc c'est déjà une chose. Le problème aujourd'hui, c'est que les Russes ne veulent pas que si cessez-le-feu il y a, les Ukrainiens en profitent pour se réarmer. Donc ils demandent en préambule aux 30 jours de cessez-le-feu à ce que les livraisons d'armes à l'Ukraine soient interrompues. Or, ces livraisons d'armes, c'est hors de question pour les Occidentaux, et même les Américains continuent à fournir des armes à l'Ukraine. Parce que, faut le préciser, si les Américains arrêtent de fournir des armes et de donner du renseignement à l'Ukraine aujourd'hui, la guerre, en 2 semaines, elle est terminée. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on a tendance un peu à oublier. On dit oui, les États-Unis ne veulent plus s'occuper de l'Ukraine, etc. Mais pour le moment, ils s'en occupent. Et s'ils s'en retirent, c'est terminé. Donc tout ça mis dans l'équation, eh bien, finalement, Zelensky a signé ce qu'il aurait pu faire à la Maison-Blanche sans éclat de voix. Hein. Il était venu pour concrétiser justement ce deal. Il n'a pas voulu le faire. Il s'est écharpé avec Trump. Ça a été vu devant les caméras. Mais je le rappelle encore une fois, après cette humiliation, il y a eu une première négociation américano-ukrainienne à Jeddah, en Arabie Saoudite, qui s'est terminée par les Ukrainiens acceptent un plan de 30 jours de cessez-le-feu. Poutine, à l'époque, avait dit « ça m'intéresse, mais... il y a certaines nuances. Depuis, on discute toujours des nuances. Donc, on est dans une situation où on pourrait voir la négociation aboutir, mais pour revenir à notre question du départ, le rôle des Européens ne peut être qu'accessoire. Le rôle des Européens ne peut être que à la marge de ce qui se passe. Ce n'est pas eux qui ont le lead, ce n'est pas eux qui sont le moteur de ces négociations. Et encore une fois, également, les négociations qui ont lieu entre les Américains et les Russes, parce que c'est le fondement de la chose, ne dépassent largement la question du conflit en Ukraine. Les Américains et les Russes, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, discutent en permanence, sont toujours en négociation sur des questions liées à l'Arctique, liées au nucléaire iranien. C'est une vision globale et un repositionnement complet. Aujourd'hui, les États-Unis, considèrent, et c'était aussi important de la part de Poutine de montrer ça pour le défilé du 9 mai, c'est-à-dire que Poutine a voulu mettre en avant Xi Jinping et sa relation avec la Chine pour dire aux États-Unis, regardez, on est deux, on est plus solide, on est plus fort que vous. Pour le moment, Trump, justement, essaye de manier les choses, un discours très dur sur la question des tarifs vis-à-vis de la Chine. Et puis là, on arrive dans une négociation où le pourcentage de taxation pourrait nettement diminuer vis-à-vis des Chinois. Donc, 80%, voilà. C'est ce qui est discuté actuellement. Oui, on était arrivé à 145, des choses complètement délirantes. Et là, on est arrivé à des choses, on va dire, plus raisonnables. Il est fort à parier que les choses vont se... Mais ce qu'on remarque, c'est que il y a trois superpuissances. On est à l'âge des superpuissances que sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Et nous, au milieu de tout ça, eh bien, on joue un rôle, mais ce rôle ne peut pas être au centre. On ne peut plus être au centre de ces négociations. Avec les États-Unis en tête dans la guerre en Ukraine, on avait l'impression que c'était nous qui étions, on va dire, le porte-parole du monde libre. On avait l'impression d'en faire partie, et en réalité, c'était une illusion, je pense. Voilà. Bon. Eh bien, on finit sur ce constat, Régis Le Sommier, et on espère quand même que les choses finiront par s'arranger pour les Européens. On va continuer à suivre ce dossier avec vous. On vous retrouve lundi prochain, et on rappelle aussi que le dernier numéro d'Omerta donc, est disponible dans tous les kiosques, en tout cas les meilleurs. Merci, Régis Le Sommier.